Nous allons passer à la prochaine communication sur les crises non épileptiques d'origine psychogène. Et donc, c'est le docteur Crodo qui va présenter ce travail réalisé à l'unité de neurologie pédiatrique du CHU de Casablanca. À vous la parole. Merci. Merci de respecter le temps imparti. Donc, chers professeurs, chers confrères, bonjour. Donc, je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'intérêt que vous avez bien voulu porter à notre travail. Donc, permettez-moi de vous présenter un bref aperçu de notre travail sur les crises non épileptiques d'origine psychogène. Donc, les crises non épileptiques d'origine psychogène sont définies comme des manifestations paroxystiques répétitives évoquant de prime abord des crises épileptiques. Cette pathologie est fréquente et soulève de nombreuses questions pour les médecins qui la prennent en charge. Son concept n'est pas encore établi de façon consensuelle et le diagnostic de CNEP est un diagnostic d'élimination qui nécessite d'avoir exclu une origine somatique, épileptique ou psychiatrique. Aucun critère clinique n'est suffisamment discriminant pour permettre de différencier épilepsie et crise non épileptique d'origine psychogène. Les experts s'accordent une grande importance d'une équipe pluridisciplinaire pour le diagnostic et l'évaluation de profils psychopathologiques, puis assurer la prise en charge thérapeutique des CNEP. Donc, l'objectif de cette étude est de recueillir l'expérience et les perceptions des médecins concernant les CNEP. Nous avons mené une étude transversale sur une cohorte de 50 résidents en pédiatrie et pédopsychiatrie. L'autoquestionnaire anonyme francophone utilisé comporte les expériences et les perceptions des médecins concernant les CNEP. Donc, le terme le plus utilisé pour désigner ces crises est crise non épileptique d'origine psychogène chez 84% des cas, suivi par les crises non organiques chez 52% des cas, et en dernier lieu, les pseudocrises chez 32% des cas. Concernant les signes cliniques évocateurs, les pleurs et les cris pendant la crise étaient le signe le plus évocateur des CNEP chez 84% des médecins, suivi par l'ouverture des yeux pendant la crise chez 40% des cas, puis les mouvements de l'axe du corps pendant la crise chez 24% des cas, et en dernier lieu, la durée longue de la crise supérieure à 5 minutes dans 8% des cas. Les principaux facteurs de risque, c'est d'avoir vécu un ou plusieurs psychotraumatismes chez 76% des cas, le fait de rechercher l'attention chez 68% des cas, être une fille chez 28% des cas et avoir une personnalité histrionique chez 22% des cas, et en dernier, 4%, c'est d'avoir une épilepsie associée. Concernant le diagnostic des CNEP, donc 60% de nos médecins ont voté pour une vidéo faite par un proche d'une crise sur son portable, peut être très utile pour poser le diagnostic des crises non épileptiques d'origine psychogène. L'absence d'anomalies épileptiformes en intercritique est très en faveur du diagnostic dans 20% des cas, et l'enregistrement d'une crise habituelle en vidéo électroencéphalogramme dans 8% des cas, et aussi les diagnostics d'épilepsie et des CNEP peuvent être associés dans 8% des cas. Passons maintenant à la discussion. Donc, les crises non épileptiques d'origine psychogène sont définies comme des changements brutaux et paroxystiques du comportement moteur, du sensation ou de la conscience, qui évoquent de prime abord des crises épileptiques, mais qui ne sont pas liées à une décharge neuronale excessive. Donc, il serait en rapport avec des processus psychogènes et émotionnels, et le terme de pseudocrise doit être abandonné du fait du caractère particulièrement péjoratif et connotant la simulation de préfixes pseudo. Les crises non épileptiques d'origine psychogène sont à évoquer cliniquement devant une suggestibilité, des manifestations motrices violentes, amples, désorganisées, sans systématisation neurologique, une fermeture des yeux avec résistance à l'ouverture des yeux, une absence de réelle perte de conscience pendant et ou décours immédiat de l'épisode, ou bien une absence de désaturation pendant la crise. D'autres mouvements anormaux, notamment des myocolonies. Donc, un diagnostic fondé uniquement sur l'anamnèse de témoins oculaires et la normalité de l'EEG intercritique est considéré seulement comme de l'ordre du possible. L'enregistrement en vidéo électroencéphalographique des crises non épileptiques et leur interprétation par un clinicien expérimenté constitue la méthode de référence pour un diagnostic de certitude documenté.
L'annonce du diagnostic est une étape capitale et déterminante en termes de pronostic. La transition entre le neuropédiatre et le pédopsychiatre est une phase complexe aussi pour les patients que pour les praticiens. De nombreux patients sont très réticents à un suivi psychologique. L'objectif de traitement est de stopper ou de réduire l'apparition des crises et identifier les facteurs de risque. Le travail porte en outre sur l'identification des émotions et la gestion émotionnelle. En cas de traumatisme, il sera nécessaire de travailler en thérapie. Alors, le diagnostic précoce d'ICNEP permet d'éviter les traitements inadéquats, les admissions dans les services d'urgence et une amélioration de pronostic. Le pronostic, il est étroitement lié à l'acceptation et à la compréhension du diagnostic par le patient, qui est un prérequis à l'efficacité des traitements psychothérapeutiques. Donc, en guise de conclusion, la question d'ICNEP reste toujours d'actualité et il est très important de favoriser un bon niveau d'information et de connaissance des soignants autour des patients souffrant des crises non épileptiques d'origine psychogène. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup pour le respect de timing. Donc, avant de passer donc à la présentation suivante, donc on peut discuter donc déjà les 6 premières présentations. La parole est à la salle s'il y a des questions sur les 6 premières présentations. Donc, en attendant que les questions arrivent, moi je voudrais poser une question à la première oratrice, Dr Al-Khaldi, sur l'étude des facteurs de risque de décès des bronchiolites. Donc, vous avez rapporté qu'un syndrome inflammatoire intense était un facteur de risque de décès dans les bronchiolites. Et donc, en fait, c'était effectivement, c'est les surinfections bactériennes qui aggravent la situation du patient et favorisent le décès. Donc, dans votre série, c'était des surinfections bactériennes nosocomiales, je présume, parce que c'était des enfants hospitalisés. Vous pouvez répondre à cette question? Alors, bonjour tout le monde. Vous m'écoutez? Alors, dans notre série, 32% des nourrissons décédés par bronchiolite étaient des bronchiolites surinfectés. Alors, initialement, il y avait presque la moitié des 32% qui avaient une CRP initiale dépassant les 70. Mais après, je sais pas, des infections liées aux soins ou je sais pas. Parce que la moyenne des hospitalisations était de 5 jours. Donc, merci. Y a-t-il des questions? Salle? Oui, j'ai une question. Pour les crises non épileptiques, j'ai pas entendu l'âge de survenue, la prédominance. Quelle est la tranche d'âge pour les crises non épileptiques, là? En fait, la tranche d'âge, c'était vers l'âge d'adolescence, l'âge de 10 c'est ans, clair. 11 ans. Oui, c'est clair. D'accord. Et puis, est-ce qu'il y a eu une imagerie, à part l'enregistrement EEG, est-ce que vous avez fait une imagerie? Non, pas d'imagerie, sauf s'il y a un facteur, par exemple, un traumatisme, mais l'imagerie qu'on fait, c'est l'électroencéphalogramme. Parce que c'est des crises, en fait, comme des crises épileptiques. Donc, ce qu'on demande, c'est surtout l'électroencéphalogramme. Parfois, on demande la TDM cérébrale, oui, mais oui. Voilà, au moins un scanner, je pense, parce que l'adolescent, c'est très difficile à appréhender, un adolescent, et un diagnostic d'élimination, je pense on demande la nécessite TDM, au moins un mais scanner. pour confirmer le diagnostic, on demande aussi l'électroencéphalogramme. Ça, c'est clair. L'électro, il est très important. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup, Dr Rawda, pour votre question pertinente, parce que donc l'âge, il faut qu'il soit facteur d'inclusion dans votre présentation. S'il n'y a pas de questions à la salle, je peux demander une question moi-même. Sinon, on va passer. Une question aussi chez professeur Daoudi, professeur assistant au CHU d'Agadir. Donc pour moi, donc la première présentation, nous avons remarqué que 58%, il y a des cardiopathies sur ces 58%, c'est énorme pour des patients qui sont arrivés pour des bronchoalvéolites. Ma question, est-ce que ces nourrissons-là sont déjà bien connus comme étant cardiopathies, ou bien ils sont détectés
au cours de votre bronchoalvéolite pour un peu voir l'imputabilité du décès. Exactement. C'est parce que, donc, si on connaît pas s'il s'agit cardiaque, c'est un problème. Donc, c'est un problème de diagnostic systématique de nouveau-né et donc, voilà ma question. Il faut préciser, est-ce que s'ils sont déjà bien connus ou pas? Merci alors, notre étude était, alors on a suivi la définition de bronchiolite. Alors, on s'est basé sur la première épisode de dyspnée sifflante. Alors, des malades, la totalité des malades étaient admis pour la première épisode de dyspnée sifflante. Donc, ils sont pas connus déjà. Alors, le diagnostic a été fait durant l'hospitalisation, avant le décès. Et là aussi, ça revient. Donc, si vous dites que il vient d'être diagnostiqué au cours de votre bronchoalvéolite, votre crise, alors que dans le chapitre des crises, d'asthme, des bronchoalvéolites, tout un tableau d'énormes diagnostics différentiels. On nous a enseigné les doubles achachotiques, les cardiaques et tout. Donc avant, donc toujours il faut avoir dans la tête les 21 diagnostics indifférenciés ça c'est important. Tout à fait. Tout en sachant que la plupart avaient une comorbidité associée. Alors il y avait le lupus néonatal, il y avait une ichthyose, sûrement en rapport avec un déficit immunitaire. Donc il y avait d'autres comorbidités. Merci beaucoup. Ma question, c'est pour Dr Azira par rapport aux enfants exposés aux écrans. Donc, vous avez inclus dans l'étude des groupes de femmes, réseaux sociaux. C'est pas comment vous avez fait le recueil des données. Et puis, la deuxième question par rapport aux troubles que vous avez trouvés. Comment ça a été objectivé vraiment, les troubles, suite aux expositions? Et est-ce qu'il y a, on va dire, une cohorte ou un suivi pour ces troubles, selon l'exposition aux écrans? Merci. Donc, pour le recueil des données sur les réseaux sociaux, donc j'étais membre d'un groupe des mamans. Donc, j'ai lancé les questionnaires là-bas et j'ai recueilli les données. Sinon, pour les troubles constatés chez les enfants, c'était un questionnaire que j'ai posé aux mamans. Mais pour le suivi, il n'y avait pas de suivi. C'était une étude qui était transversale. Oui. Merci. Merci professeur Daoudi d'avoir posé cette question. Je voulais aussi la poser parce que en écoutant la conférence, on a l'impression que vous liez l'état de santé de ces enfants à l'exposition. Et vous l'affirmez dans votre discussion. Vous affirmez que, en fait, la question était que j'allais poser. Est-ce que vous avez éliminé les autres diagnostics différentiels? Cet enfant qui a un retard de langage, est-ce qu'il a été exploré? Donc non, c'est en consultation. Vous avez dit que vous avez colligé vos patients en centre de consultation, et donc c'était à l'occasion de la consultation que le questionnaire a été donné aux mamans. Et donc, je présume que vous n'avez pas fait un suivi, une prise en charge de ces enfants pour vraiment vérifier les diagnostics émis par les mamans, enfin l'État, et à s'assurer que c'est pas des enfants qui ont déjà des pathologies non diagnostiques. Donc, pour les troubles qu'on a constatés, c'était pas des diagnostics, c'était des troubles constatés par les mamans. Donc, on n'affirme pas que le retard de langage est lié à l'exposition, mais c'était juste des constatations des mamans. C'est-à-dire qu'il faut quand même modérer nos propos, parce que vous avez dit que les troubles, malheureusement, il y a 25% de troubles autistiques qui se sont déclarés suite à l'exposition. Donc, on peut pas affirmer, on est tous d'accord. Très bien. Alors, j'ai aussi une question, sur un travail intéressant que vous avez présenté sur la gestion du risque infectieux. Et donc, vous avez évalué les connaissances et les compétences des soignants, des résidents, des étudiants. Et donc, si j'ai bien compris, même l'évaluation des compétences était par questionnaire. C'est-à-dire que vous avez posé la question pour savoir quel est le ressenti de tout un chacun sur ses compétences. Ou alors vous avez observé. Vous avez observé la pratique. La méthodologie, on a opté sur deux techniques. La première technique, c'était le questionnaire qui évaluait les connaissances des participants. La deuxième technique, c'était une fiche d'évaluation avec observation des pratiques des soignants. Alors,
résultats étaient intéressants, mais présentés dans leur globalité. Ça aurait été intéressant quand même de départager les résultats selon le profil qui a été questionné. Quand vous donnez un pourcentage sur une insuffisance dans l'application du protocole, ce serait bien de savoir est-ce qu'il s'agit d'un étudiant, 4e année de pédiatrie, je pense. Voilà, ou un résident, ou un infirmier qui travaille dans l'unité, parce que l'analyse est différente. Et même les recommandations qui vont sortir de votre communication, les recommandations d'amélioration, de formation, vont être différentes et vont permettre de vraiment une analyse fine et de mieux identifier les besoins de formation de chaque catégorie. D'ailleurs, c'était intéressant de dire qu'il faut faire de la formation initiale concernant les soins d'hygiène. Nous, dans notre expérience, nous avons instauré un cours en ligne sur l'hygiène hospitalière, l'hygiène des mains et tout ça, à tous les étudiants avant le démarrage des stages. Et donc, ce cours est suivi en ligne. Il génère une attestation que l'étudiant devrait présenter lors de son premier accès à un stage clinique pour attester que quand même il a suivi ce cours et qu'il va pouvoir appliquer ces règles pour participer bien sûr à la prévention du risque infectieux dans les services cliniques. Moi, je vais rajouter, toujours dans la présentation de risque infectieux, ce questionnaire-là. Donc, vous allez évaluer les compétences. Donc, pour chercher un connaisseur, est-ce que, mais, donc, il y a un qawl wa fi'l. Donc, il faut tnzil. Donc, ça veut dire, donc, est-ce qu'il y a une méthodologie beaucoup plus qui est utilisée dans la réanimation? Par exemple, quand on utilise, vous savez, là, des box, avec une lumière ultraviolet, bleue, et donc, on demande, comme une audit interne, on demande au service d'oncologie ou de réanimation de se laver la main, chacun à sa manière, et puis il rentre les mains à l'intérieur, et à travers la lumière, on peut voir les zones qui ont été oubliées. Mieux, beaucoup plus qu'un questionnaire. Probablement, je suis un bon connaisseur, mais je sais pas un bon pratiqueur. Hein? Donc, il y a un box qui est spécifique pour rajouter à votre méthodologie une autre valeur ajoutée. Donc, s'il y a ce box, donc moi, je l'ai vu donc à l'étranger. Donc, ça, c'est important. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Enfin, on s'est accaparé un peu la parole, mais s'il y a des questions dans la salle pour les différentes oratrices? Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va entamer encore les autres communications.